Nous allons commencer à présent le troisième chapitre intitulé Dynamique du point matériel, qui est consacré à la partie de la mécanique qui va nous permettre d'établir l'équation différentielle qui régit le mouvement du point matériel, et sa résolution nous donnera l'équation de la trajectoire. Alors, si dans le chapitre précédent nous sommes intéressés à la partie cinématique qui consistait à établir le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération sans tenir compte donc des causes qui sont à l'origine du mouvement, ça veut dire les forces, dans ce chapitre on va s'intéresser aux lois fondamentales de la dynamique qui permettent d'une part de relier donc les forces sont la cause qui est à l'origine du mouvement, aux caractéristiques du mouvement que sont la vitesse et l'accélération. Et ensuite, bien sûr, à travers cette relation, on va avoir l'équation différentielle qui nous permettra, dont la solution nous donnera l'équation de la trajectoire. La relation entre les forces et la vitesse, c'est au niveau donc du théorème de l'énergie cinétique que l'on va voir dans le prochain chapitre. La relation entre les forces et l'accélération, les forces externes et l'accélération, c'est le principe fondamental de dynamique qui va nous la donner. Récapitulons. Supposons que l'on a fait l'étude cinématique du mouvement du point matériel. Ça veut dire on a établi 100 vecteurs position, 100 vecteurs vitesse et 100 vecteurs accélération. L'étape suivante consiste à faire le bilan donc des forces externes qui sont appliquées au point matériel. Les forces internes, comme je viens de dire, s'annulent entre elles grâce au principe de l'action et de la réaction. Ensuite, on applique le principe fondamental de la dynamique, qu'on appelle aussi brièvement le PFD. Comme résultat, on va obtenir une équation différentielle de second ordre. Dans tous les problèmes que l'on va traiter, l'équation serait à coefficient constant avec ou sans second membre, et pour la résoudre, on utilise la démarche pour résoudre de telles équations que l'on a vu dans le premier chapitre. Et la résolution de l'équation, comme j'ai annoncé, donne l'équation de la trajectoire, et c'est l'objectif de l'étude mécanique du mouvement du point matériel. Alors nous allons maintenant revoir les grandeurs physiques qui vont nous servir de base pour énoncer les lois fondamentales de la dynamique. Ils sont au nombre de 3, la masse, la force et la quantité de mouvement. Si on commence par la notion de la masse. Alors, à chaque fois que l'on parle de la masse d'un objet, ça nous fait penser à la quantité de matière qui compose l'objet. En effet, la masse peut être définie comme une grandeur physique intrinsèque à l'objet, ça veut dire c'est une caractéristique qui est propre à l'objet. Et en réalité, la masse décrit la manière avec laquelle l'objet réagit quand on lui applique une action mécanique. La masse est un scalaire, ça veut dire c'est un nombre, et elle est toujours positive. Et la masse en général, on la note par m. Donc j'ai mentionné auparavant que la masse se réfère à la quantité de matière qui compose le point matériel. Nous allons revenir toutefois sur le sens physique de la masse et on va distinguer deux situations. Alors on appelle par masse inerte, donc c'est la propriété du point matériel qui permet de déterminer la variation de son mouvement lorsqu'on lui applique une action mécanique. Alors pour comprendre ça, il suffit de revenir au principe fondamental de la dynamique qu'on va voir en détail après, donc qui stipule que l'action mécanique qui est représentée par la résultante des forces extérieures, elle est proportionnelle à l'accélération, donc qui caractérise le mouvement. N'oublions pas que l'accélération c'est la variation de la vitesse et le mouvement donc c'est la variation de la vitesse. Et le coefficient de proportionnalité n'est autre que la masse inerte. Donc la masse inerte, essayons d'analyser un peu ça. Lorsque pour une même force appliquée, pour une même action mécanique appliquée, on regarde une valeur constante de la force, si la masse inerte est grande, l'accélération qui est produite par l'application de cette action mécanique, elle est faible. Par contre, si la masse inerte est faible, l'accélération produite par l'application de l'action mécanique, elle est grande. Et on voit bien que la masse inerte et la variation du mouvement sont inversement proportionnelles. C'est pour ça qu'on dit que la masse inerte, c'est la capacité du point matériel à s'opposer donc à l'application d'une action mécanique externe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle inerte, l'inertie. L'inertie du point matériel, c'est sa capacité justement à s'opposer au mouvement. La deuxième masse, c'est ce que l'on appelle la masse grave. Alors, la masse grave, c'est elle qui donne le poids, c'est elle qui caractérise le poids du point matériel. Alors pour comprendre ça également, si l'on prend deux corps massifs en présence M1 et M2, spontanément il y a une force d'attraction qui s'exerce entre les deux, c'est la force gravitationnelle qu'on va voir dans la suite, on va détailler dans la suite. Et d'ailleurs la masse grave,
le terme grave vient de gravitationnel. Dans l'expression de la force gravitationnelle, nous avons deux termes de masse, les masses graves du corps massif 1 et la masse grave du corps massif 2. Donc la masse qui figure dans l'expression de l'interaction gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle la masse grave, et la masse qui apparaît dans le principe fondamental de la dynamique, c'est ce qui s'appelle la masse inerte. Maintenant, quelle est la relation entre les deux? Et au XVIIe siècle, Galilée a mesuré le rapport entre la masse inerte et la masse grave, et il a trouvé que ce rapport est égal à l'unité, et par conséquent, dans la suite de ce cours, on ne fera pas de distinction entre la masse grave et la masse inerte, on prend la notation M au lieu de MI ou de MG. L'unité de la masse dans le système international, comme vous le savez déjà, c'est le kilogramme. Alors, une deuxième propriété qui est intéressante, c'est que la masse est constante quel que soit le référentiel. En fait, cette propriété n'est valable, j'ai déjà mentionné auparavant, que lorsque les vitesses qui sont mises en jeu sont très négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Parce que dans le cas contraire, la masse va dépendre de la vitesse, et comme la vitesse dépend du référentiel, donc la masse va dépendre du référentiel. Mais dans notre cours, donc la masse il sera considérée toujours constante, ça veut dire que le point matériel est la même masse, quel que soit le référentiel que l'on considère. Nous allons aborder maintenant la deuxième grandeur qui va nous intéresser, qu'on va utiliser abondamment dans ce cours, c'est ce qu'on appelle par force. Alors une force, c'est toute action mécanique, et comme on vient de le voir, l'effet d'une action mécanique sur le point matériel, c'est de faire varier, de faire changer son mouvement. C'est une grandeur vectorielle, donc on a besoin, et le nombre de composants dont on a besoin pour décrire une force, c'est 3. Comme je vous ai dit auparavant, donc tous les espaces vectoriels dans lesquels on travaille, ils ont une dimension égale à 3. Et généralement, on note une force par F, donc au-dessus de laquelle il y a une flèche, pour rappeler que c'est une grandeur vectorielle. Pour ce qui est des unités donc de la force, comme vous le savez dans le système international, c'est le newton. Pour ce qui est des forces, on en distingue deux classes de forces. Les forces qu'on appelle à interaction à distance, ça veut dire que le point matériel n'a pas besoin d'être en contact avec un autre objet pour qu'il puisse subir une force. Ils appellent également les interactions fondamentales, et elles sont au nombre de 4. Alors la première, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte. Elle s'exerce entre les nucléons qui forment un noyau. Sa portée elle est très faible, donc elle est de l'ordre de ce qu'on appelle un Fermi. C'est 10 à la puissance moins 15 mètres. Et la mécanique qui permet d'étudier donc cette force s'appelle la mécanique quantique, et donc elle ne fait pas partie de ce programme. La deuxième force, on l'appelle l'interaction faible, c'est elle qui est responsable de la désintégration bêta. Donc je vous rappelle que la désintégration bêta, c'est lorsqu'un proton se transforme en un neutron plus un positon plus un neutrino, ou l'inverse, un neutron qui se transforme en un proton plus un électron et un antineutrino. La même chose, la mécanique qui permet d'étudier cette force, c'est toujours la mécanique quantique et donc pas la mécanique du point matériel. La troisième force, c'est l'interaction électromagnétique. Sa portée, elle est infinie. Et cette interaction, donc les deux variantes de cette interaction, champ électrostatique ou bien un champ magnétique mais constant. Et cette interaction, c'est elle qui est responsable de tout ce qui se réfère à l'électricité et à la lumière. Et la dernière interaction fondamentale, c'est l'interaction gravitationnelle. Elle est responsable donc du mouvement des planètes et des étoiles dans la galaxie et même des galaxies entre elles. Alors, les deux interactions qui vont faire l'objet de ce cours, donc c'est l'interaction électromagnétique dans sa variante électrostatique et sa variante magnétostatique en quelque sorte, ça veut dire en présence d'un champ magnétique qui est constant, et l'interaction gravitationnelle. Maintenant, la deuxième catégorie de forces, c'est ce qu'on appelle les forces de contact. Ça veut dire que le point matériel il a besoin d'être en contact avec l'objet qui exerce la force sur lui, et on en distingue les forces de frottement dans leurs deux variantes solides et visqueuses, les forces de tension, essentiellement la force de rappel du ressort, et la force de pression, et parmi celles-ci, ce qui nous intéresse, c'est la poussée d'Archimède. Et donc, ces trois forces feront l'objet donc de ce cours. Donc, au total, si on récapitule, donc on a la force électrostatique, la force magnétique dans laquelle le champ magnétique est constant, la force gravitationnelle, les forces de frottement solides et visqueux, la force de rappel et la poussée d'Archimède. Revenons maintenant un peu plus en détail sur les forces qui vont faire l'objet de ce cours, et on commence par les forces à interaction à distance. Et la première, c'est la force électrostatique engendrée par la présence d'une charge électrique au repos. Notez bien que la charge électrique à laquelle va être
qui va produire la force à laquelle va être soumis le point matériel qui nous intéresse, et le repos. C'est pour ça que la force électrique engendrée, elle est statique, ça veut dire elle ne dépend pas du temps. Alors reprenons, le point matériel qui nous intéresse, M1, porte une charge Q1, il est en présence d'une charge électrique au repos Q2, traçant la droite qui passe par les centres des deux charges électriques et notons la par delta, notant par la distance qui sépare les deux charges électriques petit d. Alors la force électrostatique est donnée par l'expression qui vient d'être affichée, dans laquelle Q1 et Q2 sont des charges électriques, epsilon 0 s'appelle la permittivité électrique et sa valeur dans le système international est à peu près 8,86 10 à la puissance moins 12. Alors notez bien que la direction de la force électrostatique c'est la droite delta et son sens elle dépend du signe des charges Q1 et Q2. Alors, si les deux charges électriques sont de signes opposés, la force elle est attractive, ça veut dire que le point matériel M1 va être attiré vers la charge électrique M2, comme le montre cette petite animation. Et si les deux charges électriques sont de même signe, ça veut dire que le produit est positif et par conséquent, la force électrostatique va être répulsive et le point M1 va tendre à s'éloigner de la charge électrique. Donc nous avons vu la force électrostatique en présence d'une charge électrique au repos. Maintenant, on va voir la force électrostatique en présence d'un champ électrique E. Dans ce cas-là, l'expression de la force est donnée par la charge électrique du point matériel qui multiplie le champ électrique E. Et on voit bien que le sens donc de F dépend du signe de la charge électrique du point matériel. Si la charge électrique est positive, donc la force qui est exercée a le même sens que le champ électrique et dans le cas contraire c'est le sens opposé. Alors pour illustrer la situation, je vais considérer un champ électrique E constant, donc généré, on sait que ce genre de champ électrique on peut le produire à l'intérieur d'un condensateur plan qui est formé par deux électrodes planes entre lesquelles on met une différence de potentiel, donc on a la borne négative, ça c'est l'électrode, la borne positive, ça c'est l'anode, et le champ électrique il se dirige toujours vers les potentiels décroissants, ça veut dire il se dirige de l'anode vers donc la cathode. Pour illustrer le mouvement du point matériel par une animation, je vais considérer que la charge électrique est positive et par conséquent la direction de la force est toujours parallèle au champ électrique et son sens cette fois-ci, puisque la charge électrique est positive, est le même que celui du champ électrique. Et l'animation suivante, donc elle illustre le mouvement du mouvement du point matériel dans la région dans laquelle règne un champ électrique constant. Alors je vous rappelle, et ça on va le voir après, vous devrez le retenir, on va démontrer que dans ce cas-là la trajectoire est une parabole. Donc ça c'est quelque chose à démontrer, à comprendre et à retenir. Le mouvement d'une charge électrique dans une région où règne un champ électrique constant, donc c'est un mouvement parabolique. La deuxième force que l'on va présenter, c'est la force magnétique. Donc cette force, elle fait partie toujours de la catégorie des forces à interaction à distance. Toutefois, on ne va s'intéresser dans le cadre de ce cours qu'au cas où le champ magnétique est constant. Dans le cas où B donc dépend du temps, donc ce cas sera traité dans le cadre du cours de l'électromagnétisme. Alors considérons un point matériel M qui porte une charge électrique Q et qui traverse une région dans laquelle règne un champ magnétique constant B. La force magnétique a pour expression la charge électrique Q fois la vitesse de M par rapport à un référentiel R que l'on aurait donc déterminé auparavant, vectoriel B. Alors trois remarques s'imposent. La première, c'est que la force magnétique F elle dépend du référentiel par le biais donc, de la vitesse. La deuxième remarque, c'est que le sens de F dépend du signe de la charge électrique. Et la troisième remarque, la force s'annule si soit la charge électrique est nulle, ça veut dire qu'une particule neutre qui traverse une région dans laquelle règne un champ magnétique n'a pas d'effet sur son mouvement, soit la vitesse est nulle, ça veut dire que la charge électrique est au repos. Donc si la charge électrique est au repos, même s'il y a un champ magnétique qui règne dans la région, donc il n'y a pas de force magnétique, ou bien tout simplement que le vecteur vitesse est parallèle à B, sachant que le produit vectoriel entre deux vecteurs parallèles est égal à 0. Alors pour les besoins de la suite, donc je vais considérer le plan qui contient le point matériel M et qui est perpendiculaire à B. Pour illustrer le mouvement de M, je vais considérer que la charge électrique est négative étant donné que le sens de F dépend du signe de la charge électrique et que la vitesse est perpendiculaire à B. Je reviendrai sur le cas général. Tracer la force magnétique. Je commence d'abord par V vectoriel B. Alors V vectoriel B,
donc je ramène B sur M, et donc V vectoriel B va être un vecteur qui est normalement entrant par rapport au plan qui contient le vecteur vitesse V et le vecteur champ magnétique. Et comme le signe de la charge électrique est négatif, ça veut dire que F, il serait sortant par rapport à ce plan. Et le mouvement de M, tout simplement, comme on va le voir dans la suite, et c'est un cas très important que vous devriez traiter, comprendre et retenir, le mouvement du point M dans ce cas-là n'est autre qu'un mouvement circulaire uniforme sur le plan qui est perpendiculaire à B. Alors dans le cas OV, OV est quelconque, supposons que V a une composante selon l'axe qui est parallèle à B. Dans ce cas-là, le mouvement de M serait un mouvement hélicoïdal vers le haut. Par contre, si le vecteur vitesse a une composante qui pointe dans le sens opposé donc de B, alors dans ce cas-là, le mouvement de M serait un mouvement hélicoïdal, mais vers le bas. Et toujours, si on prend le plan perpendiculaire à la direction de B, le mouvement de B serait toujours un mouvement circulaire uniforme. Alors maintenant, en présence d'un champ électrique, on parle de force électromagnétique ou la force de Lorentz, et l'expression de la force de Lorentz est donc égale à Q fois E plus Q fois V de M par rapport à E vectoriel B. Ce qui est mis en blanc, c'est la partie donc, qui vient du champ électrique. Ce qui est mis en rouge, c'est la partie qui vient du champ magnétique. La troisième force à interaction à distance qu'on va voir, c'est la force gravitationnelle. Alors considérons deux corps massifs, M1 et M2 de masse respective petit m1 et petit m2, traçant la droite delta qui passe par les centres de gravité respectifs de M1 et de M2 et notant par D la distance qui sépare les deux corps massifs. Alors, la force gravitationnelle qu'exerce le corps massif M2, donc le corps massif M2 sur le corps massif M1, est donnée par l'expression suivante où donc M1 et M2, comme je viens de le mentionner, sont les masses respectives des deux corps massifs, et G est la constante gravitationnelle dont la valeur dans le système international est à peu près égale à 6,67. Alors, une remarque s'impose, c'est que l'expression mathématique de la force gravitationnelle, elle est analogue à celle de la force électrostatique, à condition de remplacer G par 1 sur 4 pi epsilon 0, et M1 par Q1 et M2 par Q2. Mais à la différence de la force électrostatique, comme les masses sont toujours positives, la force gravitationnelle est toujours attractive. Et par conséquent, donc F de 1, il sera dirigé de M1 vers M2. Nous allons voir maintenant le cas particulier de l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet à sa surface que l'on note par P, ou bien une personne. Prenons l'exemple d'une personne. Alors, considérons la Terre que l'on note par M2 et dont la masse est petit m indice T. On considère une personne que l'on note par M1 de masse petit m et qui se trouve à une altitude donc H, soit RT, le rayon de la Terre, et on note par D la distance qui sépare donc M1 du centre de la Terre. Donc D est égal à RT plus petit h. Ce que l'on voudrait déterminer, c'est l'attraction donc de la Terre sur la personne que l'on note par P. Alors, cherchons son module en utilisant l'expression de l'attraction gravitationnelle. Donc, nous avons le module de P est égal G fois petit m, la masse de la personne, fois petit m indice T, la masse de la Terre, divisé par D au carré, qui est égal à RT plus petit h, le tout au carré. Or, H est très petit devant RT, donc on peut le négliger devant RT. Par conséquent, première approximation, on pourrait écrire que G est égal petit m fois petit m indice T divisé par RT au carré, que l'on peut reformuler de cette façon-là. Et on peut noter en deuxième approximation que le champ gravitationnel, la quantité grand G fois petit m indice T fois R indice T au carré, on peut la noter par petit g. Alors j'ai dit en deuxième approximation parce qu'en réalité le champ gravitationnel comporte un terme supplémentaire petit par rapport à celui-ci, mais qui n'est pas nul. Donc, l'attraction gravitationnelle de la Terre sur un objet à sa surface peut être mise sous cette forme-là, la masse de l'objet fois donc le vecteur champ gravitationnel, sachant que ce vecteur-là est dirigé vers le centre de la Terre.